Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. C'est pour moi un diagnostic, un révélateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un énorme et un profond malaise en fait. Et que du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes en France qui se disent « je ne peux plus vivre ma foi en France ». Je ne peux plus aller dans la mosquée dans laquelle j'allais, même si je n'étais pas toujours d'accord avec mon imam, parce que j'ai peur qu'en fréquentant cette mosquée, je sois considérée comme une radicalisée. J'ai le grand plaisir d'accueillir Fatima Kemila, sociologue et doctorante en sciences politiques, spécialisée dans les politiques publiques de gestion de l'islam en France et la sociologie électorale des Français de confession musulmane. Elle intervient régulièrement sur les questions liées au genre, à la radicalisation et l'interculturalité auprès de publics jeunes, professionnels ou universitaires. Dans cet épisode, Fatima nous parle entre autres du problème de la représentativité des musulmans en France, ainsi que des enjeux liés à la loi contre le séparatisme, renommée projet de loi confortant les principes républicains. Il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui ont décidé de partir, qui ont décidé de s'expatrier, et on n'en parle pas assez, en fait, de ces mécanismes-là. Et ça, ce n'est pas un petit phénomène. Hein. Ce n'est pas un petit phénomène. Ils ont le sentiment de ne plus être dans leur pays, en fait. Si tant est qu'il n'ait jamais été le sentiment d'être dans leur pays. Et il y en a qui vont considérer que c'est ça le sentiment de séparatisme, que c'est ça le séparatisme, en disant, bah voilà, ils ne se sentent même pas français. Mais à qui la faute ? À qui la faute si aujourd'hui, une partie de la communauté nationale ne se sent plus chez elle, chez elle? Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi, Fatima. Salam. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Fatima, pour commencer, je te propose de te présenter, d'en dire un maximum sur toi en 30 secondes, tout ce qui vient par la tête. Ok, alors moi du coup je suis une sociologue, enfin si je me présente comme étant, du point de vue professionnel, une sociologue et une politiste, parce que ma formation c'est les sciences politiques et les sciences religieuses que j'ai pu faire à la Sorbonne et que j'ai faite aussi à l'école pratique des hautes études. Et je suis aussi juriste, puisque du coup, j'ai aussi une formation de juriste et je suis spécialisée sur les questions de l'islam de France, mais plus généralement, la question des minorités sexuées, les femmes, la question des LGBT, les minorités religieuses, les minorités raciales. Donc, mon travail, c'est le droit des minorités en général. Alors, j'ai pu voir ton parcours académique sur LinkedIn et je l'ai trouvé vachement long. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est des choses que tu voulais apprendre au fur et à mesure? J'aimerais bien qu'on revienne dessus pour que tu nous expliques un peu quel a été ton parcours académique et pourquoi est-ce que tu as choisi ces spécialités. En fait, ce qui est très particulier un peu au milieu francophone, c'est que très vite après le bac, on nous demande de choisir en fait. On nous demande de choisir parmi nos différentes appétences, parmi nos différents intérêts, du droit, de la médecine, de la biologie, enfin des choses qui sont finalement, qui peuvent nous intéresser tout en même temps, mais qu'on doit choisir, on doit choisir tout de suite. Et moi, j'avoue que j'avais du mal à le faire parce que j'avais plusieurs centres d'intérêt. Donc, j'ai commencé par le droit parce que ça me semblait être une bonne manière de ne pas me fermer des portes. Mais il y avait il y avait un centre d'intérêt qui revenait en particulier quand je voyais les controverses autour de l'islam. Vraiment, c'est ça. Et que j'allumais ma télévision et que je ne voyais personne qui allait avoir un point de vue qui était différent, un point de vue juridique ou un point de vue religieux ou un point de vue sociopolitique. Et devant cette absence, je me suis dit, bon, je ne vais pas attendre que quelqu'un ou que quelqu'une parle à ma place et je vais me former pour pouvoir peut-être un jour, moi, prendre une parole publique qui, à mon sens, est beaucoup plus représentative de la vie et de la sociologie des musulmans et des musulmanes de France. Et du coup, j'ai eu ma licence de droit sur ces questions. Et j'ai continué après. Ok. Et actuellement, tu es en train de terminer ton doctorat. Alors oui, moi je suis en thèse de sciences politiques à Sciences Po Ex, qui est un peu une des institutions spécialisées en fait sur les questions de l'islam et aussi du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient en général. Et ma thèse, mon sujet a beaucoup évolué. Je travaillais sur la question de l'organisation de l'islam de France. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant la question de l'organisation que la question de la représentation, en fait. Et donc, qui sont les personnes aujourd'hui qui s'expriment
au nom des musulmans et des musulmanes en France. Quelle est leur légitimité, quels sont leurs parcours, quelles sont leurs inspirations, quels sont leurs rapports avec les pouvoirs publics. Et ça, c'est du coup le sujet de ma thèse. Écoute, c'est super intéressant comme parcours. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais au début, tu disais que tu voulais faire tout ça parce que tu ne te sentais pas représenté et que tu voulais faire toutes ces études pour avoir les outils de t'exprimer publiquement dans les médias. Vu que c'était ton objectif, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu atteindre ou que tu es en train d'atteindre? Ce qui est bien, c'est que, il y a quand même. Moi, j'appartiens à une nouvelle génération, en fait, de personnes qui sont françaises, avec des origines étrangères et qui ont été socialisées à l'islam. Cette nouvelle génération, j'ai l'impression qu'elle s'exprime de plus en plus par et pour elle-même sur les réseaux sociaux, dans des médias qui sont des médias spécifiques. Mais je trouve qu'il y a toujours une incurie énorme, en fait, qu'il y a toujours un manque. Alors, c'est intéressant de faire la différence entre la représentation et la représentativité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des gens qui sont représentatifs des musulmans de France? Non. Et est-ce que ces personnes finalement sont aussi, j'allais dire, incarnent ce que les musulmans et les musulmanes de France peuvent penser quand elles s'expriment? Je pense qu'on n'est toujours pas, que le compte n'y est toujours pas. Après, moi, mon ambition, du coup, n'est pas de représenter qui que ce soit, mais de diversifier en tout cas une offre qui aujourd'hui est très petite, quoi. Une offre en matière de prise de parole. Donc, moi, je suis spécialiste de mes questions en tant que sociologue, mais ça ne saurait épuiser toutes les prises de parole nécessaires sur les questions d'islam. Des prises de parole théologiques, des prises de parole féministes, des prises de parole. Voilà, il y a énormément de prises de parole possibles sur ces questions. Et j'espère, moi, j'essaie de faire ma part, quoi. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas assez de prise de parole ou c'est parce que les médias ne donnent pas suffisamment le micro à cet éventail de musulmans qu'il y a de disponible? Alors, bon, évidemment qu'il y a une pépinière et il y a une richesse parmi les Français de confession musulmane, ou même ceux qui ne sont pas français, simplement les musulmans en France, qui peuvent très bien s'exprimer et qui ont des avis très différents et en même temps très complémentaires les uns des autres. Alors oui, et tout mon sujet de recherche, c'est d'essayer de voir à qui est-ce qu'on va tendre ce micro, en fait, et quels sont j'allais dire, les parcours, les éléments, les caractéristiques qui sont retenus Mhm. par les médias et par les responsables politiques et administratifs pour décider que telle ou telle personne s'exprime au nom d'eux. Et c'est tout le sujet de ma thèse, c'est de travailler sur ces processus de légitimation. Et un des éléments que j'ai observé, c'est que les critères qui sont retenus par les autorités publiques / médiatiques pour désigner des interlocuteurs, et même pas interlocutrices, hein, interlocuteurs vraiment masculins, et les critères qui sont retenus par les Français de confession musulmane ne sont pas du tout les mêmes. C'est deux registres de légitimation complètement différents, en fait. Et c'est pour Mhm. ça qu'à mon sens, il y a une déconnexion fondamentale entre ceux qui s'expriment au nom des musulmans et les musulmanes eux-mêmes qui ne trouvent pas du tout leur compte. Mais c'est parce Oui. que aussi l'ambition des personnes qui s'expriment, elles le disent, nous on ne représente pas les musulmans, nous on représente le culte. Et moi, à chaque fois, je m'interroge et j'ai dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ce culte qui est désagréable en fait? Si on ne représente pas les individualités, quand ils disent on représente les mosquées, qu'est-ce que ça veut dire représenter une mosquée? On ne représente pas un mur, en fait. On ne représente pas un édifice cultuel. On représente des fidèles, on représente des croyants, des croyantes. Et il y a un énorme travail de ce côté-là à faire, à mon sens. Oui. Quels sont les critères que tu as pu, à travers tes recherches, voir en rapport aux musulmans auxquels on donne la parole versus les musulmans auxquels cette confession musulmane s'identifie? C'est une très bonne question. En matière de critères, bon, déjà, c'est aussi dû à la structure de l'État dans lequel on vit. La France, c'est quand même un État qui est très centralisateur, en fait. Et c'est un État qui a tendance, du coup, à fonctionner avec des organisations qui sont elles-mêmes construites d'une façon assez pyramidale. Et le Mhm. fait qu'il n'y ait pas de clergé clairement identifiable, en tout cas pour les musulmans vivant en France, eh bien, il y a cette volonté de recréer une bureaucratie musulmane, en fait. Et cette volonté même pas de recréer, de créer tout court une bureaucratie musulmane avec du coup un fonctionnement pyramidal,
fait que l'État ne s'adresse qu'à des acteurs qui ont prétention à avoir une implantation nationale, une envergure nationale. Donc ce côté, le fait d'avoir privilégié à la fois l'échelle nationale, d'avoir privilégié aussi ce qu'on appelle la dimension fédérale ou confédérale, c'est-à-dire que l'État ne s'adresse qu'à des fédérations. La fédération comme l'Union des organisations islamiques de France qui est devenue du coup les musulmans de France, des fédérations comme la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, des fédérations comme le Rassemblement des musulmans de France ou l'Union des musulmans de France. Vous voyez, toutes ces fédérations, eh bien, elles répondent aussi à une demande étatique d'avoir des partenaires qui sont des partenaires nationaux avec des relais et des antennes locales. On aurait pu imaginer d'autres formes d'organisation. On aurait pu imaginer que finalement, les autorités publiques aient comme interlocuteurs et interlocutrices uniquement les responsables d'associations et de lieux de culte au niveau local. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'État français, qui est un État historiquement jacobiniste et centralisateur. Donc, et qui va rechercher comme ça ce qu'on appelle des corps intermédiaires, c'est-à-dire des organisations qui vont venir faire un travail de courtage, un travail de médiation entre un segment de la population et les autorités publiques. L'État ne sait pas parler l'État français, hein, il ne sait pas parler à 5 millions de musulmans. Il ne sait pas comment on fait, en fait. Et c'est exactement les mêmes logiques qui se sont passées avec les Gilets jaunes. L'État ne sait pas parler à des centaines de milliers de Gilets jaunes. C'est pour ça, du coup, qu'il incite, plus qu'il incite, parfois qu'il force, à l'organisation d'une représentation pyramidale. Mais évidemment, ce n'est pas que pour des logiques bureaucratiques. Il y a aussi un impératif, et l'impératif, c'est de parler à des représentants du bon islam, et pas d'un islam qui serait considéré comme étant, lui, moins bon ou potentiellement incompatible avec les valeurs de la République. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus normatif, qui est beaucoup moins juridique et qui est beaucoup plus arbitraire, et on le verra aussi avec la question du séparatisme. C'est comment un État laïque peut-il définir ce qu'est un bon islam ou ce qui est un mauvais islam. Et ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que les formes les plus conservatrices ou, j'allais dire, au sens ou les plus proches du texte, en fait, pas les plus proches, parce que ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas proches, mais celles qui se disent, voilà, les plus fondamentalistes, mais pas dans un sens normatif, celles qui revendiquent d'aller dans les fondements de l'islam comme les mouvements salafis, ils vont être considérés comme n'étant pas des bons interlocuteurs, en fait. Et ça pose la question de est-ce qu'on peut représenter aujourd'hui l'ensemble des courants de l'islam, y compris conservateurs, le tablir, les salafis, et des moins conservateurs, que ça aille du mouvement soufi à d'autres, en fait. Quel éventail on peut avoir? Et là, c'est vrai que l'État préfère une discussion avec des branches qui sont considérées comme plus modérées et qui sont considérées comme plus compatibles avec la vision étatique de l'islam. C'est pratique pour eux, pour le coup. Bah, après, c'est aussi des questions de, j'allais dire, de gouvernementalité et d'organisation de la gouvernance. Mais évidemment, parler avec des gens qui sont... D'ailleurs, les représentants, ce qu'on appelle les représentants, les membres du Conseil français du culte musulman, ce n'est pas des religieux. C'est pas des religieux. Ils peuvent avoir une foi importante, et en aucun cas, je la remets en question, mais leur socialisation, leur parcours, ce n'est pas un parcours de religieux. C'est des gens qui ont fait des études scientifiques pour la plupart, la grande majorité. C'est des gens qui ont été socialisés à l'étranger et la plupart du temps dans des États qui eux-mêmes étaient plutôt autoritaires. Il y a beaucoup de représentants de l'islam aujourd'hui en France qui sont originaires du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, qui ont subi des répressions politiques et qui se sont après installés en France. Et je pense que leur histoire personnelle, elle a aussi impacté leur manière d'interagir avec l'État français. Et je pense qu'ils sont aussi très prudents et peut-être beaucoup plus politiquement corrects que les générations de Français de confession musulmane qui sont nés sur le territoire et qui, eux, ne s'excusent de rien, en fait. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas le même passif. Ils se disent et ils se sentent pleinement français et eux vont avoir tendance à avoir une discussion beaucoup plus franche et beaucoup plus directe avec les autorités publiques quand parfois ils ne rompent pas directement les liens avec les autorités publiques, que ceux qui ont été socialisés à l'étranger. Donc, je pense que parmi les critères qui sont très importants, c'est vraiment le fait qu'ils n'ont pas grandi en France. Ça va vraiment impacter leur vision de l'islam, leur interprétation de l'islam, mais aussi et surtout leur relation avec l'État français.
Et je pense que ça, c'est un des gros déficits de la représentation, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu, voire pas, de représentants et de représentantes qui sont des Français, nés sur le territoire français, socialisés à l'islam en France, en fait. Est-ce qu'il est possible, tu penses, de créer nous-mêmes cet intermédiaire, de mettre en avant des personnes qui sont représentatives de la majorité ou de l'essentiel de la communauté musulmane, de toute la communauté musulmane, et de créer le dialogue et d'imposer un dialogue avec les politiques, qui n'est pas celui qui nous est imposé? Bah, c'est une très bonne question et en fait, il y a 2 sous-questions. Est-ce que c'est possible de créer des instances venues du bas, en fait? Voilà, un mouvement qui soit plus ce qu'on appelle, dans si on utilise une analogie topographique, si on utilise une image un peu, j'allais dire, dans l'espace, il y a ce qu'on appelle le top-down, c'est-à-dire des initiatives qui viendraient du haut, du gouvernement, de l'État, et ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire des initiatives qui viennent d'en bas, du grassroots, de personnes qui sont sur le terrain, qui sont au niveau local. Et il est vrai que ces initiatives, elles existent. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Par exemple, il y a eu l'initiative de Marwan Mohammed avec donc l'ancien président et porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Et du coup, voilà, eux, ils ont parlé de avec cette initiative de la consultation des musulmans, il y avait Oui, cette envie de demander l'avis aux musulmans et aux musulmanes dans cette représentation. c'était les musulmans, il me semble. Enfin, c'est toujours les musulmans. Oui, avec la plateforme Les Musulmans, exactement. Mais du coup, ce n'est pas la seule initiative, il y en a d'autres. Mais je pense déjà qu'il faut faire le deuil d'une seule et unique organisation qui aurait prétention à représenter tous les musulmans et toutes les musulmanes de France. Non seulement ce n'est pas possible, mais ce n'est pas souhaitable, puisque les Mmh. musulmans et les musulmanes de France, ils sont extrêmement divers dans leur rapport aux religieux, dans leur rapport à la société, dans leur manière de voter, dans leur manière de vivre leur foi. Ils sont très, très, très divers. Et je trouve ça très bien qu'il y ait plusieurs organisations qui aient prétention à représenter cette diversité des musulmans et des musulmanes de France. Bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y ait pas cette diversité d'organisations parce qu'elle existe déjà. Il y a plein d'associations culturelles. Il y en a en fait. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une représentation qui est cette fois-ci à l'échelle nationale et qui prétend du coup porter une voix et être d'égal à égal en fait avec les autorités publiques, avec les autorités médiatiques. Et c'est cette voix-là, cette voix au niveau national qu'il manque, pas au niveau local. Elle existe au niveau local, elle n'existe pas au niveau national. Alors que chez les autres communautés, chez les chrétiens ou chez les personnes de communauté juive, par exemple, on le retrouve. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vraiment juste un tout petit aparté qui me semble important sur la question de l'organisation du culte juif, qui pour le coup est probablement celui qui sociologiquement est le plus près du culte musulman, en fait, dans son histoire, dans la question de la minorité, dans la question de la migration, dans la question des discriminations. Et si on regarde l'organisation un peu pyramidale et nationale du culte juif, elle ne s'est pas du tout faite de manière pacifique et elle ne s'est pas du tout faite du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle le concordat. Le concordat, ça a été mis en place pour 4 cultes, le culte catholique, le culte luthérien, le culte réformateur, donc ça c'est les cultes protestants, et le culte israélite, le culte juif, qui est venu un peu plus tard, puisque lui c'est 1807. Au moment où ça a été adopté, les juifs ont appelé ça les décrets infâmes. Ils ont appelé les mesures d'organisation nationale les décrets infâmes. C'est juste pour vous dire que du coup, cette volonté d'organiser le culte à l'échelle nationale, elle n'a pas du tout été perçue de manière au départ positive et attendue et accueillie par la communauté juive, qui a considéré au XIXe siècle que c'était une ingérence, une immixtion dans son organisation interne. Donc on peut dire que le culte juif tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec le consistoire et plus tard le CRIF c'est quand même beaucoup plus tard, mais en tout cas avec l'organisation du consistoire de France, eh bien que ça c'est un produit de l'État, c'est un produit de l'ingérence étatique. Et l'État français ne sait pas faire autrement que ce qu'il a déjà fait pour le culte catholique,
pour le culte protestant et pour le culte juif, c'est-à-dire leur demander une organisation nationale, une organisation pyramidale et une organisation soumise aux lois de l'État. Oui. Là, je vais reprendre une des questions qui m'a été proposée par un auditeur. La question, c'est quels sont les constats concernant la population électorale musulmane en France? Et est-ce que cette population peut avoir un réel poids électoral si elle se mobilise? Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est ce que donc ça a été mon travail de mémoire sur la question du vote musulman. Et ce vote musulman, c'est de savoir est-ce que le fait d'être de confession musulmane impacte les orientations politiques et les choix électoraux, parce que c'est deux choses différentes. On peut très bien s'identifier à un parti, mais décider de voter pour un autre à une élection. C'est la question du vote utile, c'est aussi en fonction des convergences et en fonction du contexte politique. Bon, eh bien, quand on étudie la sociologie électorale des musulmans, leur manière de voter, les partis vers lesquels ils s'orientent, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un tropisme, c'est-à-dire une tendance absolument majoritaire et incontestable des Français de confession musulmane de voter à gauche. Et jusque-là, quand je dis voter à gauche, c'est principalement voter pour le Parti socialiste. Il y a des raisons historiques. Les Français de confession musulmane aujourd'hui en France sont les descendants directs des populations immigrées des années 60, des années 70, des années 80. Et il y a cette idée que les partis de gauche sont plus favorables que les partis de droite aux immigrés et qui sont plus aussi portés sur des questions qui sont centrales pour les musulmans de France, qui sont les questions de l'éducation, qui sont les questions de solidarité, qui sont les questions migratoires. Bon, ça, c'est ce qu'on a observé. C'est une tendance de fond qui a été observée sur les 20-30 dernières années. En même temps, au moins depuis 2012, un peu plus en 2017, on constate un désalignement en fait, des musulmans vivant en France avec le Parti socialiste. Ce désalignement, il a plusieurs raisons d'être. Déjà, la présidence de François Hollande avec à sa tête comme ministre, comme Premier ministre, Manuel Valls. Les propos de Manuel Valls, notamment, surtout en fait, sur la question de la communauté musulmane, la question de retirer la nationalité française pour des gens qui sont suspectés d'accointance ou qui ont été condamnés pour terrorisme, les propos en général qu'il a tenus sur l'islam et qui ont été considérés par beaucoup de musulmans en France comme étant clairement islamophobes, font qu'il y a eu un divorce. Et pas que. Alors, il y en a qui avancent aussi la question du mariage pour tous, comme étant une des raisons de ce divorce entre les musulmans de France et le Parti socialiste. Moi, je ne partage pas le même diagnostic pour la simple et bonne raison que les musulmans en France, les Français musulmans, savaient au moment où ils ont voté pour François Hollande à 90%, c'est-à-dire que les sondages que l'on a aujourd'hui montrent qu'à 90%, les Français de confession musulmane ont voté pour François Hollande en 2012, ils savaient que dans le programme, il y avait la question du mariage pour tous. Moi, je pense qu'une des raisons du divorce, ça a été de dire, bon, François Hollande, il a eu le temps de faire passer la loi qui n'était pas du tout consensuelle sur le mariage pour tous, mais par contre, la loi qu'il avait promis, qui est promise par la gauche depuis très longtemps, qui est celle du vote des étrangers aux élections locales, comme par hasard, il n'a pas eu le temps. Et cette trahison dans les priorités, cette trahison sur les questions aussi de laïcité, avec finalement cette droitisation des discours et cette islamophobie présente également dans l'élite de gauche, a participé à marquer un divorce qu'on a ressenti en 2017 et peut-être qu'on ressentira aussi pour les prochaines élections. Est-ce que tu as des conseils pour les prochaines élections sur comment être éveillé et avoir un impact sur les élections? Alors, moi, ce n'est pas du tout mon travail de donner des orientations de vote, mais pas du tout, du tout. En revanche, un des éléments que j'ai pu observer dans mes entretiens, les entretiens que j'ai faits avec les Français de confession musulmane, c'est l'importance de la question de l'islamophobie et de la question des politiques étrangères dans le choix du vote.
Typiquement, en termes de politique étrangère, le fait que l'État français soit engagé dans des opérations militaires, qui est tout simplement un joli mot pour dire dans des guerres au Moyen-Orient, dans des guerres en Afrique, que ce soit à l'Afrique subsaharienne ou autre, eh bien, ça a un impact. La question palestinienne, c'est une question qui est très souvent revenue. Le positionnement des politiques sur la question palestinienne, c'est une vraie question en matière d'orientation de vote, et l'islamophobie. L'islamophobie. Et ça, en fait, ça, c'est 2 critères. C'est pour ça que je vous dis qu'on est très, très proche, finalement, sociologiquement, de ce qui se fait dans le culte juif. C'est que parmi les 2 critères les plus importants, d'après les études sociologiques, chez les Juifs de France, il y a la question de l'antisémitisme et il y a la question israélienne. Et c'est très intéressant de voir que chez les musulmans, finalement, on a exactement les mêmes logiques. La question des discriminations anti-musulmans avec l'islamophobie et les questions étrangères, notamment avec la question de la Palestine. Donc ça, c'est des critères qui existaient déjà avant et qui, a priori, se retrouveront aussi pour les prochaines élections. Ok, très bien. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de la loi contre le séparatisme. Il me semble que tu as participé à une émission sur Arte récemment, que je n'ai pas réussi à retrouver. Je ne sais pas si elle a été enlevée ou pas. Est-ce que tu peux commenter un peu cette loi qui est sur le point d'être adoptée? Alors oui, donc c'est une loi qui, à l'origine, comportait dans son titre le terme séparatisme, et puis qui a été requalifiée en loi confortant les principes républicains. En fait, le terme séparatisme, c'est un terme qu'on redécouvre aujourd'hui, dans le sens où quand on parle de séparation en France, la première chose qui nous vient en tête, c'est pas la question de l'État, c'est pas la question de la religion, en fait. Quand on parle de séparation, de séparatisme, on a plutôt l'idée de couple. Et je trouve que je vais rapidement évoquer cette métonymie ou cette analogie avec la question de couple. Puisque finalement, cette loi contre le séparatisme, c'est un peu comme si on faisait une loi contre la séparation. Et si on prend l'exemple du couple, on peut se dire, bon, il y a un problème en France, il y a plus d'un divorce sur 2 qui finit, plus intéressant, plus d'un mariage sur 2 qui finit en divorce en moins de 3 ans. Donc, on peut considérer qu'il y a un problème dans l'institution du mariage, un problème dans la séparation. Et là, ce qui m'intéresse, c'est finalement, si on adopte une loi contre la séparation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on travaille sur les causes de la séparation ou est-ce qu'on travaille uniquement sur la conséquence qui est le fait que 2 personnes ne veulent plus être ensemble? Et si on travaille sur les causes, alors pour moi, ça fait sens en fait d'avoir une loi sur le séparatisme. Si on travaille sur les causes sociopolitiques, les causes culturelles, les causes, les causes économiques de ces formes de séparation. Par exemple, si on continue j'allais dire métonymie, mais cette analogie avec la question du couple, on s'aperçoit que dans plus de 60% des cas, c'est les femmes qui demandent le divorce, pas les hommes. Et donc, si on interdit aux femmes de divorcer, on ne règle pas la question. Si par contre, on s'interroge aux raisons sociales et sociétales qui font que les femmes divorcent, notamment les inégalités dans la répartition des tâches domestiques et dans la répartition de ce qu'on appelle la charge mentale, alors là, oui, là, on est en train de travailler sur les causes et là, on peut vraiment faire quelque chose sur les conséquences qui sont les taux de divorce qui sont très importants. Et bien ça, pour moi, c'est exactement la même chose qu'il faut transposer au cas de ce qu'ils considèrent être comme étant le séparatisme. On s'intéresse uniquement là à ce qu'on appelle, ce qu'on considère être comme étant la conséquence en fait, mais on ne s'intéresse pas du tout aux véritables raisons qui poussent certaines parties de la population à se sentir mises à l'écart ou à elles-mêmes se mettre à l'écart vis-à-vis de la majorité. Je pense ne pas avoir très bien compris ton analogie avec le divorce. En fait, le divorce, c'est la séparation. Donc, si on veut lutter contre les taux de divorce, donc si on veut lutter contre le séparatisme, j'allais dire, le meilleur moyen, ce n'est pas d'interdire aux personnes de se séparer, notamment aux femmes. Le meilleur moyen, c'est de s'intéresser aux causes de la séparation. Quelle séparation est mise en avant dans la loi? Alors, en fait, dans la loi, ce qu'ils considèrent être comme étant des formes de séparatisme religieux, c'est par exemple le fait qu'il existe des écoles privées musulmanes. C'est par exemple, alors ça c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure, mais des différences aussi dans la façon d'appréhender les rapports de genre.
et toujours cette idée qui est très présente qu'il faut sauver les femmes musulmanes de leurs homologues masculins, qu'il faut sauver les femmes musulmanes des hommes musulmans. Le séparatisme aussi dans les associations et dans les mosquées, en disant qu'il faut une surveillance accrue des mosquées et d'être sûr que les propos qui sont tenus sont compatibles avec ce qu'ils considèrent être comme étant les valeurs de la République. C'est s'assurer aussi qu'en ligne, les propos qui sont tenus ne sont pas des propos anti-républicains. Mais je vais revenir peut-être un peu plus longuement sur ces mesures, mais peut-être avant sur ce terme séparatisme. Comme je le disais, en France aujourd'hui, il ne dit pas grand-chose. Je le disais, on entend séparation, ça rappelle peut-être le couple, mais c'est tout. C'est parce que, en tout cas, dans la manière dont ça a été repris par Emmanuel Macron, c'est un anglicisme. C'est un terme qui vient du monde anglo-saxon, separatism, et dans le monde anglo-saxon, ça n'existe pas le terme communautarisme. Il n'existe pas, en fait. Ou quand il est utilisé, il ne renvoie pas du tout aux mêmes choses qu'en français. Et donc, ces difficultés de traduction expliquent en partie pourquoi, finalement, les proches du président, comme le président lui-même, ont préféré utiliser directement ce terme, qui est le terme séparatisme. Parce que, par exemple, une loi contre le communautarisme, elle aurait été impossible juridiquement à adopter. Il n'est pas interdit de faire communauté. On ne peut pas, c'est même un droit fondamental de faire communauté. Parce qu'en réalité, on sait aujourd'hui qu'il y a une pluralité d'identités, en fait, et que les gens ils ne font pas partie que d'une seule communauté nationale, ils font partie de plein de communautés, des communautés professionnelles, des communautés religieuses, des communautés sociales, si je fais partie d'un groupe et pas d'un autre, et donc on a le droit, en fait, de faire partie de plusieurs communautés. Et en aucun cas, faire partie d'une communauté nous empêche de faire partie d'une autre. Moi, je dis toujours, c'est pas fromage ou dessert. On peut très bien faire fromage et dessert. Typiquement, je peux très bien faire partie de l'ordre des médecins en étant médecin moi-même et me sentir pleinement républicaine et en même temps, tout en étant de religion évangéliste et m'inscrivant ou me sentant proche du parti pêche, chasse et tradition. Vous voyez, donc on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des identités imbriquées. Donc le terme séparatisme, c'était une façon de contourner l'impossibilité d'utiliser le terme communautarisme, en fait, et d'interdire de faire communauté. Mais comme je le disais, le terme même de séparatisme n'a pas été retenu finalement. Oui. Pourquoi il n'a pas été retenu? Alors oui, déjà pour plusieurs raisons. Une raison qui est une raison à la fois historique et à la fois de comparaison dans le temps. Si on reprend l'étymologie du terme séparatisme et qu'on reprend notamment le fait que ça vient essentiellement du monde anglo-saxon, eh bien, on s'aperçoit qu'historiquement, dans le monde anglo-saxon, le terme séparatisme et le délit de séparatisme a été utilisé de manière liberticide, c'est-à-dire contraire au pluralisme. Ça a été utilisé pour notamment condamner certains mouvements protestants qui étaient considérés comme étant hérétiques et qui ne correspondaient pas à la religion d'État par exemple, de l'Angleterre. Donc, vous voyez, déjà cette histoire, elle n'est pas du tout compatible avec l'idée de dire qu'on n'est pas anti-religieux. C'est-à-dire, si je reprends un terme qui lui-même était utilisé pour faire en gros la chasse aux sorcières des mouvements religieux minoritaires, c'est un peu compliqué politiquement en tout cas, d'assumer une telle filiation. Plus encore, si on reprend l'histoire du terme en France, on s'aperçoit que ça a été utilisé à des moments historiques précis. Le premier moment historique, c'est 1939 et la chasse aux communistes, en fait, clairement c'est ça, la chasse aux communistes qui a été faite en France. Et le terme séparatisme visait à criminaliser l'appartenance au Parti communiste de Français et de leur dire que par leur appartenance et leur filiation au Parti communiste, ils se séparaient volontairement, ils divisaient la nation française. Plus tard, dans les années 60, c'est le général de Gaulle, Charles de Gaulle, qui a repris à son tour le terme de séparatisme, mais cette fois-ci pour stigmatiser tous les mouvements indépendantistes, y compris des mouvements indépendantistes en France, c'est-à-dire les mouvements indépendantistes guadeloupéens, guyanais, corses, basques, et aussi pour condamner les mouvements indépendantistes qui se passaient dans l'Empire,
Et quand je dis dans l'Empire, c'est en Algérie, c'est dans tous les pays colonisés, en fait. Donc, utiliser le terme séparatisme, c'est réutiliser un terme qui a été historiquement utilisé pour empêcher et le droit finalement de se sentir proche d'un parti politique et pour empêcher des populations de réclamer leur indépendance. Et aujourd'hui, personne n'a envie, enfin il y a très très peu en tout cas je pense de personnalités politiques qui assumeraient de se dire qu'ils étaient favorables aux colonies. Et quand on réutilise le terme séparatisme, on s'affilie à des gens qui eux étaient contre l'indépendance des colonies. Donc politiquement, historiquement, c'est très compliqué d'utiliser ce terme et juridiquement aussi parce qu'il n'a pas de, j'allais dire, de fondement juridique en fait. Le séparatisme s'était utilisé, comme je l'ai dit, à des moments spécifiques de l'histoire de France. Le réutiliser juridiquement, c'est prendre le risque de se heurter aux libertés fondamentales que sont la liberté religieuse. C'est une liberté qui est constitutionnelle, la liberté religieuse. Le terme séparatisme, c'est prendre le risque de porter atteinte à cette liberté. Oui. On a pu voir déjà sur les derniers mois l'impact qu'il y a eu les choix du gouvernement avec toutes les mosquées, les dizaines de mosquées qui ont été soupçonnées de séparatisme, les personnes les associations qui ont été fermées et des personnes qui ont été perquisitionnées. Donc il y a eu pas mal de dérives. Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça? Et quelles seront les conséquences de cette loi? Est-ce que ça va s'aggraver sur le futur? En fait, je vais revenir sur le premier élément que tu as abordé, qui est la question des mosquées, par exemple. Et je sais que mon analogie avec le divorce ne t'a pas parlé, mais je vais essayer de reprendre ce que je disais sur la question des causes et des conséquences. C'est un peu comme les médecins. Si vous traitez... Juste si je veux, pourquoi ça m'a pas trop parlé, c'est parce que pour moi, sur un divorce, les deux parties sont d'accord que c'est un divorce, alors que dans ce cas-là, j'ai plutôt l'impression que on n'a qu'un seul parti qui impose le divorce, qui considère que c'est un divorce, alors que l'autre partie n'est qu'une victime en fait de ce choix. C'est une très très bonne réflexion et c'est une réflexion qui a été faite par une sénatrice qui s'appelle Nathalie Goulet et qui a elle-même repris l'analogie de la séparation et qui dit bien souvent comme dans les couples, voilà, soit les torts sont partagés, soit la partie qui demande le divorce n'est pas nécessairement la partie qui est responsable de la séparation. En gros, si un homme demande le divorce parce que sa femme l'a trompé, on ne peut pas rendre responsable l'homme du divorce. C'est une conséquence des actions qui ont été commises par là ou le partenaire en question. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la question du séparatisme, si séparatisme il y a, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi, je dis, je pense que ça, c'est très important que tu l'aies mentionné, on peut dire, et à mon sens, on peut dire qu'il y a des formes de désaffiliation ou de désalignement en fait, entre une partie de la communauté musulmane avec finalement le mythe de l'État, le mythe de la République en étant une et indivisible. On peut dire ça et en même temps, il faut le prouver. C'est-à-dire que quand ils disent qu'il y a séparatisme, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'avoir une lecture littéraliste et conservatrice de l'islam suffit pour être qualifié de séparatiste? Est-ce que être séparatiste, c'est vivre dans des quartiers où il y a une relative homogénéité ethno-raciale et religieuse? On s'intéresse à ça, on s'intéresse encore une fois qu'uniquement aux conséquences. Pourquoi est-ce que ces individus se retrouvent dans des quartiers où il y a majoritairement des personnes qui sont descendantes de l'immigration ou des personnes de confession musulmane? Ce n'est pas eux qui ont choisi d'aller vivre dans une cité, en fait. Non, c'est des choses qui s'expliquent historiquement, qui s'expliquent aussi économiquement et qui s'expliquent socialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le temps justement de remonter, en fait. Ne pas m'intéresser aux symptômes, mais m'intéresser aux causes. Et sur la question du séparatisme, tu as tout à fait raison. Finalement, qui se sépare de l'autre? Et finalement, ce n'est pas les musulmans et les musulmanes de France qui choisiraient de se séparer de l'État français. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Je ne sais même pas comment ce serait possible techniquement et dans la vie de tous les jours. Mais c'est plutôt quelles sont les dynamiques, les discriminations territoriales, sociales, économiques, culturelles et religieuses qui font qu'à un moment donné, la majorité exerce une domination et en fait oblige une partie de sa communauté nationale, que sont les musulmans, à vivre de façon marginale dans la communauté nationale. Je ne sais pas si c'était très clair. Oui, c'est plus clair. Merci. Et du coup, pour revenir à la question que je te posais plus tôt. Alors, je disais par exemple sur la question des mosquées.
Mhm. Euh, Aujourd'hui, sur la question des causes-conséquences, la question des mosquées. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une loi sur le séparatisme, rebaptisée principe confortant, enfin, confortant les principes républicains? Qu'est-ce que ça veut dire de viser directement les mosquées, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, moins de 2% des personnes qui ont commis des attentats ont été des attentats au nom d'une soi-disant idéologie islamiste, islamique, djihadiste, on met tous les ismes qu'on veut. On s'aperçoit que moins de 2% finalement ont été recrutés ou même, juste même pas recrutés, ou même fréquenté des mosquées, en fait. Oui. Aujourd'hui, sociologiquement, on a la preuve qu'il n'y a pas de lien direct entre les mosquées et le fait de commettre des attentats, y compris les mosquées qui sont des mosquées plutôt conservatrices, qui sont salafis ou qui sont tablirs. Il n'y a aucune preuve que ces mosquées D'ailleurs, fabriquent, en France et à l'étranger. mais complètement en fait. Et ce lien mécanique qu'on fait entre lecture conservatrice de l'islam et passage à l'acte violent est un lien qui est erroné. Il est faux. Logiquement, statistiquement, en France ou à l'étranger, ce lien est faux. Donc, aujourd'hui, porter atteinte d'une manière aussi importante à la liberté de culte, c'est-à-dire à la liberté collective d'exercer son culte, ne semble pas justifié par des raisons sécuritaires parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, depuis 20 ans, l'État français s'est mis d'accord avec les autorités religieuses. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur leur légitimité, mais en tout cas avec les autorités religieuses musulmanes, pour dire qu'il y a un déficit de lieux de culte en France, de lieux de culte musulmans. Il y a des déserts religieux en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un musulman qui habite dans le 12e arrondissement de Paris, où est-ce qu'il doit aller pour aller faire sa prière? Il ne peut pas la faire dans le 12e. Il va aller trouver un endroit dans le 11e, rue Jean-Pierre Timbaud. S'il habite dans le 18e, il aura un peu plus de choix. S'il habite dans le 13e, un peu moins. Donc, il y a des espaces, et encore plus, j'allais dire, dans les autres villes de France, et encore plus dans les espaces ruraux. Donc, l'État français s'est mis d'accord sur le diagnostic il y a longtemps, en fait, en disant oui, il manque des lieux de culte et donc on va favoriser leur création. Alors, la loi de 1905 empêche le fait de subventionner directement la construction des lieux de culte, mais il y a quand même un certain nombre de mesures possibles. On sait qu'aujourd'hui, le déficit en lieux de culte, il est aussi dû au fait qu'il y a un certain nombre de municipalités qui exercent ce qu'on appelle un droit de préemption. Un droit de préemption, c'est, par exemple, moi, je suis une association musulmane qui souhaite construire une mosquée. Je dis que je veux acheter un terrain. La municipalité a la possibilité, par le droit, de dire, ben non, ce terrain, je ne vous le laisse pas, je le laisse moi parce qu'il y a un intérêt général. Voilà, ils vont utiliser des excuses. Mais la réalité, c'est l'islamophobie. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités qui ne veulent pas qu'il y ait des mosquées qui se construisent dans leur ville ou dans certains quartiers parce que les prix de l'immobilier chutent, parce qu'ils ont peur que ça ramène une certaine population dans les parages et qu'ils ne veulent pas de cette population aussi à des fins électoralistes. Aussi parce qu'ils ne veulent pas que, du coup, leurs électeurs leur reprochent d'avoir laissé construire une mosquée dans leur ville. Donc, on a cet État français qui reconnaît qu'il y a un problème de discrimination, qui reconnaît qu'il y a un problème de nombre des mosquées et qui aujourd'hui nous dit il faut enfermer. Ces mosquées qu'il a contribué, qu'il a incité à ouvrir, aujourd'hui, il dit il faut les fermer. Et parmi ces mosquées, il y en a plus de 70 qui ont été auditées. Et sur les 70, eh ben, il dit il y en a 18, 20, allez, qu'il faut fermer. C'est très grave, en fait. C'est très grave parce que c'est priver les musulmans de ces lieux de culte qui ont été très difficiles à construire. Et c'est très grave surtout parce que c'est une atteinte aux libertés religieuses qui sont prévues dès l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France et qui sont aussi prévues dans la Convention des droits de l'homme que l'État français a signée avec l'Europe et aussi avec l'ONU. Donc, ce n'est pas une petite liberté, la liberté religieuse. Hein. Ça fait partie des fondements de l'État de droit, des fondements du pluralisme. Et puis aussi, il faut le dire, je pense la quatrième conséquence par exemple, là, j'ai juste pris une mesure pour vous dire à quel point je pourrais faire ça avec toutes les mesures, en fait. Ouais. Juste sur la question des mesures concernant les mosquées, symboliquement, c'est dramatique.
puisque toute l'idéologie djihadiste, toute l'idéologie, alors j'aime pas dire djihadiste, mais toute l'idéologie en tout cas de ceux qui passent à la violence au nom d'une certaine lecture qu'ils revendiquent de l'islam, on va dire ça comme ça, eh bien, ils se basent sur le fait que l'État français est un État islamophobe. Toute la politique de recrutement, c'est ça. C'est de dire l'État français, c'est un État islamophobe, c'est un État qui fait la guerre à l'islam et donc il faut faire la guerre contre lui. Et aujourd'hui, prendre de telles mesures, c'est prendre le risque de valider le discours, qui est de dire oui, l'État français est un État islamophobe, en fait. Et donc, ça, et de dire oui, l'État français fait une chasse aux sorcières. C'est prendre le risque de valider tous ces narratifs qui servent au recrutement, en fait. Et on est presque dans une prophétie autoréalisatrice. Mais du coup, c'est vraiment ça qui est incroyable, en fait. Parce que l'État, enfin, je pense pas qu'ils soient bêtes quand même. Enfin, ils savent sûrement les conséquences qu'ont ces choix. Et ils savent aussi sûrement la statistique que tu m'as dit plus tôt, que seulement 2% des personnes qui ont commis des actes fréquentaient des mosquées régulièrement de près ou de loin. Donc, enfin, je vois pas en fait l'objectif qu'ils ont derrière s'ils savent d'avance qu'en fait ça résout pas leur problème de fond qui est de protéger les citoyens, de protéger l'État et d'éviter les événements du type qui sont produits au cours des derniers mois, des dernières années. Alors moi, je ne suis pas sûre de partager le diagnostic, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est d'abord l'État? C'est des structures politiques, c'est des structures administratives, c'est des conseillers, c'est des experts. Bon, et tout ce monde-là n'est pas d'accord en fait. Il y a des gens qui vont considérer que oui, si on prend de telles mesures, c'est prendre le risque d'être stigmatisé et d'être considéré comme étant islamophobe et donc d'alimenter les attentats. Et puis, il y en a d'autres, et qui ne sont pas minoritaires, hein, parmi les experts, parmi les universitaires, parmi les responsables politiques et administratifs, qui vont dire non, le problème, c'est qu'on n'est pas assez dur. Le problème, c'est qu'on a trop laissé passer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la variante de l'islam, le courant musulman qui existe et qui se diffuse en France, c'est un courant qui est conservateur, qui est littéraliste et qui risque de conduire à des actes terroristes. Alors même que, comme je l'ai dit, il y a des statistiques qui montrent que ce n'est pas le cas. Il y en a d'autres qui vont se baser sur peut-être d'autres statistiques, d'autres ouvrages pour dire, mais si. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas assez dur. Il faut qu'on soit plus dur, il faut qu'on soit plus laïciste, il faut qu'on soit plus. Et donc, le travail de l'État, c'est aussi un travail d'arbitrage entre différents experts. Et aujourd'hui, la majorité des experts sur le djihadisme ou sur les actes violents, eh bien, pensent qu'il faut prendre des mesures contre les salafis, alors même qu'à mon sens, c'est faux et c'est problématique, en fait. Il y a ce point-là. Il y a un deuxième point qui est aussi que les priorités et l'agenda politique n'est pas le même que les priorités et l'agenda citoyen. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un pays, qu'il y a plusieurs vagues de terrorisme, il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on est débordé, il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on est dépassé, il ne faut surtout pas donner l'impression que finalement les terroristes ont gagné. Et donc, il y a cette idée qu'il faut prendre des mesures, même si on sait pour certaines qu'elles seront complètement inefficaces, parce qu'il faut donner l'impression qu'on fait quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle les politiques publiques symboliques / communicationnelles. C'est-à-dire des politiques publiques dont le but n'est pas tellement de remplir l'objectif qu'elles affichent que de convaincre l'opinion publique qu'on le remplit effectivement. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est clair. Et du coup, quels sont les choix qui restent aux musulmans en France? On a l'impression qu'on a un peu les mains liées maintenant. On a le couteau sous la gorge, en fait, si on veut agir avec sentiment de terreur. Alors, on nous empêche de s'exprimer, de parler, on peut traiter de radicaliser. Quelle carte il reste aux musulmans en France pour améliorer les choses? Je trouve que c'est une question qui est très touchante, en fait. Enfin, le fait que tu me poses la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent lié, c'est pour moi un diagnostic, un révélateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il y a un énorme et un profond malaise, en fait. Et que du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes en France qui se disent « je ne peux plus vivre ma foi en France ». Je ne peux plus aller dans la mosquée dans laquelle j'allais, même si je n'étais pas toujours d'accord avec mon imam, parce que j'ai peur qu'en fréquentant cette mosquée, je sois considérée comme une radicalisée. Ces mécanismes-là que tu viens de décrire, qui sont en fait des mécanismes du coup d'auto-censure,
Parce que c'est ça, en fait. Si on commence à se censurer dans les discussions en privé sur la question des réseaux publics, si on commence à ne pas exercer ces libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, dont la liberté d'expression, dont la liberté d'association, parce que c'est ça aussi, le fait de dissoudre et de vouloir dissoudre un certain nombre d'associations, c'est une atteinte à la liberté d'association, dont la liberté d'enseignement, dont la liberté de manifestation. Pour moi, là, il y a un vrai risque. C'est-à-dire que ce soit, et moi je pense qu'il y a une réelle atteinte à toutes les libertés que je viens de dire, mais quand bien même ces atteintes aux libertés fondamentales seraient, j'allais dire, contestées par l'État, parce que l'État, c'est ce qu'il fait, le gouvernement, il dit non, non, mais il n'y a pas d'atteinte. Moi, je suis convaincue, en tant que juriste, en tant que sociologue, qu'il y a des atteintes fondamentales aux libertés elles-mêmes fondamentales, mais indépendamment même de ça, même si c'était qu'une impression, même si c'était qu'un sentiment de la population, de la population musulmane de France, les effets sont dramatiques. Les effets sont dramatiques parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, il va y avoir des conséquences psychologiques majeures sur les Français de confession musulmane. Ces mécanismes-là de dissonance, d'inquiétude, ils sont très, très importants et on n'en mesure pas encore l'ampleur. Il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui ont décidé de partir, qui ont décidé de s'expatrier et on n'en parle pas assez, en fait, de ces mécanismes-là. En Angleterre, aux États-Unis, dans des pays musulmans, au Maroc, à Singapour et ailleurs. Et ça, ce n'est pas un petit phénomène, hein. Ce n'est pas un petit phénomène. Et je pense qu'il est extrêmement important de commencer à s'inquiéter, à la fois les autorités publiques, elles commencent à s'inquiéter, mais à la fois les musulmans en France, de se dire finalement, le pays dans lequel ils ont grandi, le pays dans lequel ils ont été socialisés, le pays dans lequel ils sont nés, le pays dans lequel peut-être ils imaginaient vieillir et mourir, ils ont le sentiment de plus être dans leur pays, en fait, si tant est qu'il n'ait jamais été le sentiment d'être dans leur pays. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'aliénation politique. Ce sentiment où finalement, on est né, on a grandi quelque part, mais on n'a quand même pas l'impression d'y appartenir. Et il y en a qui vont considérer que c'est ça le sentiment de séparatisme, que c'est ça le séparatisme, en disant, voilà, ils se sentent même pas français. Mais à qui la faute ? À qui la faute si aujourd'hui, une partie de la communauté nationale ne se sent plus chez elle, chez elle ? Oui. Pour en revenir un peu à ma question, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse. Est-ce que tu penses que les musulmans peuvent faire quelque chose de conséquent pour changer les choses? Ou est-ce que tu as pu voir aussi, une question subsidiaire, est-ce que tu as pu voir dans tes études des luttes similaires entre des communautés qui ont affaire à ce même type de discrimination et ont réussi à s'en sortir? C'est une très bonne question et encore une fois, je la trouve très triste parce que je la trouve très symptomatique de ce qui est en train de se passer. Oui, évidemment, moi je pense qu'un des exemples fondamentaux, un des exemples qui vient tout de suite à l'esprit, c'est les Afro-Américains. Et ce qui est intéressant, c'est que les Afro-Américains, quand ils ont commencé à s'organiser, ils se sont d'abord organisés pour des droits civiques, pour le droit de voter, pour le droit de monter dans un bus sans avoir à se lever si des Blancs arrivaient, pour le droit d'utiliser les mêmes toilettes. Voilà. Même si en France, on n'a jamais été dans une logique de ségrégation aussi affichée, il y a quand même des logiques de ségrégation territoriale et des logiques de discrimination qui sont de la même ampleur que celles qu'on a connues aux États-Unis. Même si l'État français a tendance à le nier, en vrai, il y a des choses qui sont très, très similaires. Comment se sont organisées les populations afro-américaines ? Il y a notamment le mouvement des Black Panthers. C'est un mouvement qu'on connaît peu et c'est un mouvement qui est très stigmatisé. Voilà, c'est un peu aussi, du coup, même les mouvements de Malcolm X. Il y a un peu le bon afro-américain contre le mauvais afro-américain. Le bon afro-américain, ce serait Martin Luther King, voilà, et le mauvais afro-américain, ce serait Malcolm X. Et il y a cette idée que finalement, Martin Luther King, lui, il voulait que tout le monde vive ensemble, alors que Malcolm X, lui, il était plus pour la séparation et pour l'autodéfense, si on utilise des termes qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est faux. Déjà, le meilleur exemple, c'est que les deux, ils ont été abattus parce que la lecture qu'avait Martin Luther King des droits politiques n'était pas du tout consensuelle, en fait, y compris dans la population, chez la population majoritaire américaine. Finalement, quels ont été les outils qui ont été utilisés? Si on prend le manifeste des Black Panthers, que je pense être un manifeste qu'on n'exploite pas suffisamment, en fait, politiquement, on s'aperçoit que ce qui était demandé, c'est un système de santé égalitaire,
c'est la fin des discriminations, c'est plus de transport public, c'est des écoles, qui permettent véritablement l'ascension sociale. Donc, ce qui était demandé, c'était la fin des inégalités, en fait. Oui. Et ils ont été accusés de faire du séparatisme parce qu'ils ont voulu s'auto-organiser. Et c'est un peu la même chose. Et si vous avez l'occasion de voir, vous, enfin toi et les auditeurs, l'émission d'Arte, ce que je dis sur la question ne serait-ce que des écoles privées, la principale raison pour laquelle les écoles privées sont nées en France, ce n'est pas, et ça aurait été tout à fait légitime, hein, qu'il y ait volonté d'avoir un enseignement religieux et de mettre ses enfants dans un établissement où on leur apprendrait les principes de l'islam. Il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. Mais c'est même pas pour cette raison, en fait. C'est pour des raisons qui sont liées aux inégalités culturelles, qui font qu'aujourd'hui, quand on est dans une banlieue, eh bien, c'est complètement faux de dire et de croire qu'on reçoit la même éducation que si on va dans un collège ou dans un lycée au cœur de Paris, si on va à Louis-le-Grand ou si on va à Henri IV. C'est faux, on ne reçoit pas la même éducation, Mm. on n'a pas les mêmes professeurs et on n'a pas les mêmes chances. Donc, le fait de C'est mettre Pierre en... Bourdieu qui mettait ça en avant. Tout à fait. Pierre Bourdieu, et bien après, c'est-à-dire que là, l'étude la plus récente qu'on a, c'est celle de l'OCDE, qui a épinglé la France pour deux choses. L'OSCDE a épinglé la France pour son niveau d'éducation et pour la reproduction des inégalités scolaires. D'après mes souvenirs, la France est 27e. 27e dans le monde pour son système éducatif. On est après la Slovénie, en fait, pour vous dire que les inégalités scolaires, elles sont tellement importantes que les instances internationales les ont épinglées en disant, bah, finalement, si vous êtes pauvre en France, l'ascenseur social, il est bloqué pour vous parce que vous allez être dans des écoles qui ne vont pas vous permettre une bonne insertion professionnelle et de sortir votre famille de la galère. Ces études-là, elles ont été confortées par une étude de l'OCDE qui dit qu'en France, il faut 6 générations, pas une, pas 3, pas 5, 6 générations pour sortir de la pauvreté. C'est En dramatique. moyenne. C'est dramatique. Et ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que les Français de confession musulmane, ils font essentiellement partie des classes les plus précarisées, des classes les plus exposées aux inégalités sociales, en fait, des plus pauvres. C'est des descendants d'immigrés, et les descendants d'immigrés, ben, ils étaient pauvres en arrivant, et leurs C'est enfants parti sont de pauvres rien. après. Exactement. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que si on dit qu'il faut 6 générations, on est en train de dire aussi aux Français de confession musulmane que leur espoir est aux immigrés. Les immigrés, nos parents, quand ils sont arrivés, nos grands-parents, quand ils sont arrivés, leur espoir, c'était d'offrir un monde meilleur à leurs enfants. On est en train de leur dire qu'aujourd'hui, l'État français n'a pas les moyens de ses ambitions, égalité, liberté, égalité, fraternité, et qu'il n'est pas en mesure de garantir cette égalité, de garantir cette fraternité, en fait, et de permettre des conditions sociales et des conditions économiques dignes à toutes ces composantes de la population. À cela s'ajoutent les questions discriminatoires. Et pareil, ça, vraiment, si on ne me croit pas, juste qu'on aille voir les statistiques. Au niveau des statistiques, on se rend compte qu'un Mohamed, il doit envoyer 20 CV pour avoir une réponse positive. 20 CV 20 CV, on est pour 1 pour 20, mais c'est dramatique en fait. C'est dramatique que les discriminations, ça veut dire que même si on est diplômé, bah demain, sur le marché de l'emploi, on sera discriminé. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'administration, les infrastructures prennent la mesure de ces discriminations, prennent la mesure de ces inégalités et adoptent des lois, des politiques publiques qui vont venir compenser ça. Moi, je suis convaincue que si on traite la question culturelle, que si on traite la question économique, il n'y aura pas d'attentat en France. J'en suis intimement convaincue, en fait, qu'on ne traite pas les bonnes questions. Oui. Et donc, je n'ai pas répondu à ta question, qui est qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les Français de confession musulmane peuvent faire? Je pense déjà, c'est prendre soin de leur santé mentale. Je sais que ce n'est pas du tout la réponse qui était attendue, mais c'est une question qui est absolument fondamentale. J'avais pas de réponse en tête. On sait que les discriminations, elles ont un impact
très important sur la santé mentale et sur les dépressions. Par exemple, il y a énormément de femmes aujourd'hui qui portent le foulard en France qui sont en dépression et qui pensent qu'il n'y a qu'elles. Non, en fait, c'est systémique. Il y en a plein qui sont en dépression parce qu'elles sont discriminées à l'école, parce qu'elles sont discriminées sur le marché de l'emploi, parce qu'elles sont discriminées aussi sur le marché matrimonial, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc voilà, il y a plein de… Et c'est pas que ça ne concerne pas que les femmes voilées, ça concerne les personnes de confession musulmane. Le fait d'être considéré comme un ennemi de l'intérieur dans son propre pays, c'est très difficile à vivre. Donc déjà, je dirais santé mentale avant tout. Occupez-vous de vous, lisez, priez, investissez dans votre estime de vous-même et voilà, ne perdez pas espoir. Ça, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle collective, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou et là, je sors de ma dimension sociologique, hein, je le dis tout de suite. Là, je n'ai pas d'expertise sur ces questions, donc c'est moi, Fatima Kemila, qui répond à ta question. Si on part d'un point de vue collectif, c'est très important aussi, à mon sens, de se réunir, en fait, et de se réunir et de s'organiser collectivement, juridiquement, mais pas que, culturellement, religieusement. Il y a quand même des institutions en fait, juridiques qui sont là pour protéger les libertés fondamentales, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État au sommet de la pyramide, le Conseil constitutionnel. Et voilà, il y a des choses qu'on peut faire sur le plan juridique et il y a aussi des choses qu'on peut faire à l'échelle locale. Et pour moi, c'est les formes d'organisation. Faire ce podcast, le podcast que tu fais, Abdelrahman, c'est une forme de résistance individuelle et collective. Proposer, mettre en place, je ne sais pas, du soutien scolaire, c'est des formes de résistance, puisqu'on lutte contre l'échec scolaire et donc contre les inégalités systémiques. S'organiser contre l'islamophobie, ça fait partie aussi des formes de lutte possibles collectives. Alors malheureusement, il n'y a plus d'instance nationale, et ça dit quelque chose du climat dans lequel on est aujourd'hui, avec la dissolution du CCIF, mais rien n'empêche d'attaquer à titre individuel ou à titre associatif des décisions qu'on considère être comme étant islamophobes ou comme étant attentatoires aux libertés fondamentales. Donc, pour moi, c'est les deux facettes d'une même pièce. À l'échelle individuelle, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, prendre soin de sa spiritualité, prendre soin de son estime de soi. Et à l'échelle collective, s'organiser à la fois sur les questions scolaires et à la fois sur les questions des discriminations. Oui. Là, je vais te donner mon avis sur un sujet. Je ne sais pas si ça va être bien exprimé ou si tu vas partager mon avis. J'ai l'impression qu'il y a un problème en fait que l'État a. Si on regarde l'histoire, l'État français a toujours réussi à rassembler ses citoyens autour de valeurs, autour d'une religion, quand c'était le christianisme, et autour de choses communes auxquelles tout le monde pouvait se rassembler. Et que, voilà, depuis la séparation de l'État et de l'Église, on voit beaucoup plus récemment, avec la communauté musulmane qui est grandissante, que l'État, en fait, rassemble ses citoyens autour d'idées, et autour de liberté, égalité, fraternité et d'autres idées, liberté d'expression, ce genre de choses, mais qu'elle n'arrive pas, en fait, à rassembler les musulmans sous le même étendard, en fait. Vu que les musulmans, pour eux, rien au-dessus de l'islam et des lois de Dieu, il y a cette peur, en fait, de l'État par rapport à cette religion. Je pense pas que c'est très clair. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, non, la question était très claire et je te remercie de la poser. Et là, pour le coup, c'est c'est la sociologue historienne de la laïcité et juriste qui va te répondre. Les deux diagnostics que tu as posés sont sociologiquement faux. Et tu n'es pas du tout le seul à le faire, il y en a plein qui le posent. Et je pense que là, c'est très, très important de démystifier deux choses. Première démystification indispensable, c'est la démystification de l'unité républicaine. L'unité républicaine, c'est un mythe. Cette unité-là ne s'est jamais faite pacifiquement ou comme tu l'as dit et comme d'autres l'ont dit, l'État français a réussi à réunir tout le monde sous une belle bannière, celle de la liberté, de l'égalité et la fraternité. Ça, c'est une vision romancée de l'histoire. Ça, c'est une écriture de l'histoire qui nous a été transmise dans nos livres d'histoire et qui est fausse. Historiquement, le travail d'unité nationale, d'unification notamment territoriale et d'unification culturelle et linguistique, s'est faite par la force, elle s'est faite dans le sang et elle s'est faite dans le temps. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que dès la Troisième République, et même avant, parce que tu parlais de la question du catholicisme,
la fille aînée de l'Église, comme on appelle souvent la France parmi les historiens et les historiennes de la laïcité, elle a été aussi, elle a fait une sacrée crise d'adolescence. Il y a eu plein de points de rupture entre l'Église catholique et l'État français, justement parce que l'État français voulait systématiquement se mettre au sommet de la pyramide des normes et voulait que l'Église ne soit pas son égale ou ne soit pas au-dessus, mais que l'Église soit une composante de l'État et donc en dessous, quelque part de l'État, plutôt qu'au-dessus. Ce travail avec l'Église catholique, comme avec les autres cultes, il a pris énormément de temps et il ne s'est pas fait facilement. Et si on est même en dehors du culte, l'État français a écrasé dans le temps et de manière répétée toutes les formes d'indépendantisme et de singularisme dans l'État. Par exemple, les velléités de la Vendée, ce qu'on appelle la révolte vendéenne, historiquement, qui a été écrasée dans le sang, les velléités de la Haute-Savoie, la question basque, la question corse plus récemment, celle des colonies, voilà, les résistances plus récentes de la Guyane. Ce travail d'unité de l'État, de travail territorial, c'est aussi un travail qui a été culturel. C'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté d'unifier en fait le territoire en ne proposant qu'une seule culture possible. Et c'est typiquement nos ancêtres les Gaulois. Le fait d'avoir enseigné à des Maliens, à des Algériens, à des Basques, à des Corses, à des Guyanais, à des Parisiens, que leurs ancêtres à tous, alors que c'est faux, c'est historiquement complètement faux, c'était des Gaulois, ça fait partie de ce travail d'homogénéisation, ce travail de mythe de la République une et indivisible. C'est un mythe sociologiquement. Après, on peut le trouver déplorable ou pas, mais on sait très bien que les États-nations se sont construits autour d'un travail nationaliste, d'un travail d'historiographie nationale, et qui n'est pas propre à l'État français, qui a été fait ailleurs. Et puis, une autre forme de finalement, qui se fait aussi en Algérie, par exemple. En Algérie, avec l'écrasement des langues berbères, avec l'écrasement des velléités de la Kabylie, etc. Donc, il y a toujours ce travail-là, en fait. Chaque pays essaie, pour la plupart, pas tous, ils ont des histoires nationales différentes, essaie de faire ce travail d'homogénéisation. Donc, première chose, on démystifie l'État, on démystifie la République, on démystifie son rapport avec les religions. Les problèmes que l'État français a, qu'on peut considérer comme problème ou pas, parce que ça, c'est pareil, c'est tout le fruit d'un travail de problématisation, que l'État français dit ou pense avoir avec les musulmans, il l'a dit et pensait l'avoir avec les catholiques, avec les juifs, avec les protestants. La C'est du vu et différence, du revu. c'est quand même la question raciale. Je n'ai pas le temps de me mettre dessus, mais la différence, par exemple, avec les protestants ou les catholiques ou les juifs, c'est que quand ils se baladent dans la rue, on ne sait pas qu'ils sont catholiques, protestants ou juifs, sauf si ils portent une kippa, sauf s'ils ont une tenue. Les musulmans, il y a des effets de racialisation. Le fait qu'ils soient originaires pour la plupart des pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale fait ils ont des têtes d'arabes ou ils ont des têtes de noirs, en fait. Et que du coup, les discriminations qui vont être faites à leur encontre sont à la fois des discriminations liées à leur religion, mais aussi des discriminations liées à leur racialisation. Et c'est ce qui fait que sur 3 générations de musulmans, eh ben, la 3e génération de musulmans, même s'ils sont nés en France, s'ils sont descendants d'Africains, eh ben, il est très probable que ça se voit et que ça s'entende à la fois dans les noms et dans les prénoms qu'ils ont, que dans leur corporalité, quoi, que dans leur faciès, en fait. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Et au fait qu'ils grandissent tous dans les mêmes quartiers, dans les mêmes. Non, mais même sans ça, c'est-à-dire que moi, si j'ai des enfants, je m'appelle Fatima Kamila, même si j'appelle mes enfants Gertrude et Benoît, même si ces enfants ont d'autres enfants qui s'appelleront, je ne sais pas, De La Fontaine, etc., peu importe, si je me marie avec quelqu'un qui est d'Afrique du Nord, mes enfants, ils auront une tête d'Africain ou d'Afrique tout court, Oui. voilà. Les petits-enfants, voilà, aussi. Donc ça, c'est ce qui fait que même sur 3 générations, en fait, il y a toujours cette suspicion d'extranéité. Il y a toujours cette idée que quelque part, les personnes originaires d'Afrique, même si elles sont françaises depuis 3 générations, eh bien, elles viennent d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur pose tout le temps la question, vous venez d'où? Moi, j'appelle ça des appellations d'origine non contrôlée. Ce vous venez d'où? C'est l'impossibilité, l'incapacité qui est faite aujourd'hui de beaucoup de Français de penser la francité comme étant autre chose que la blanchité, en fait.
Et ça pose des vrais problèmes dans le roman national. Si on est dans une logique de république qui est de toutes les couleurs, eh bien, on ne devrait pas avoir ces questions systématiques. On ne devrait pas avoir des discriminations systémiques. Pourtant, elles sont là. C'est qu'il y a quelque part une fêlure, une blessure fondamentale dans la question du roman national. Intéressant, merci pour ta réponse. Écoute, Mais Fatima, je je pense n'ai pas fini. il y avait une deuxième partie. Il y avait une deuxième partie. Voilà, je me disais, est-ce que je lui demande s'il y avait une deuxième partie ou est-ce que... Ouais, Je sais que ma réponse a été longue. Ouais, Ce vas-y, je point te laisse continuer. est super important en fait. Oui. Le deuxième élément de ma réponse, et c'est la deuxième démystification qu'il faut faire et que tu as faite et qui est très problématique parce qu'elle est faite autant par les non-musulmans que par les musulmans. Le mythe de musulmans qui auraient tout en haut de leur pyramide des normes l'islamité, et que cette islamité soit, j'allais dire, subsumante de tout le reste, eh bien, c'est faux, en fait. C'est faux dans le sens où, et je ne dis pas du tout que les musulmans ne mettent pas l'islam au sommet, ils ne sont pas que musulmans, en fait. Ils ont grandi en France, ils ont été socialisés en France, ils sont peut-être scientifiques, ou ils sont peut-être plutôt littéraires, et ils sont peut-être aides-soignants, ou ils font peut-être le ménage, ou peut-être que c'est des professeurs de médecine, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que leur islamité, en fait, c'est une des composantes de leur identité parmi toutes les autres. Les identités professionnelles, végétariens, pas végétariens, écologistes, de gauche, de droite, en fait. Et l'islamité, c'est un des éléments parmi ceux-là. Aujourd'hui, en France, les musulmans, ils respectent les lois de la République, y compris des lois qu'ils considèrent parfois être en partie en désaccord avec leurs croyances. Par exemple, je n'ai pas vu les gens qui ont manifesté au moment du mariage pour tous dans la rue, c'était des catholiques. Il y a eu une partie des musulmans, mais c'était une infime partie des musulmans, en fait. Et pareil, quand il a ensuite fallu... aujourd'hui, il y a des Français de confession musulmane qui travaillent dans les mairies et qui célèbrent des mariages de personnes de même sexe. Ils le font, même si pour une petite partie d'entre eux, ou peut-être pour une grande partie d'entre eux, c'est contraire à ce qu'ils pensent être les principes religieux. Ils le font quand même, en fait. Je prends d'autres exemples au niveau de l'alimentation, ou au niveau de la prière, ou au niveau... Peu importe. De fait, aujourd'hui, les musulmans et les musulmanes de France respectent les règles en France. Ils les ont toujours respectées. Au moment où il y a eu l'interdiction de la loi de signes ostentatoires à l'école, et donc l'interdiction du voile ou d'autres signes, j'ai pas vu de manifestation monstre de musulmans qui faisaient des sit-ins. Et ils auraient pu, et ça aurait été légitime parce que c'est attentatoire aux libertés fondamentales. Mais ils ne l'ont pas fait, en fait. Parce que les musulmans en France, ils sont respectueux et respectueuses des règles de l'État français, en fait. Et leur islamité, tout en étant une composante de leur identité, c'est indéniable qu'elle infuse les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les associations caritatives musulmanes font un travail extraordinaire de lutte contre la précarité, de distribution alimentaire, d'aide des sans domicile fixe, etc. etc. Et bien ça, évidemment que l'impact social des musulmans en France, il est lié à leur foi. Évidemment qu'ils se disent que c'est un précepte religieux. Évidemment que le principe de respecter la loi, le principe de respecter ses aînés, ses parents, de fournir une éducation. Le fait, pour les musulmans de France, d'après des sondages, notamment ceux faits par Claude Dargent, l'éducation, c'est central. C'est très, très important de faire des études. C'est évidemment aussi un héritage religieux. Donc, que leur identité religieuse infuse les autres composantes de leur identité, c'est indéniable. Mais de dire que leur islamité, du coup, se retrouve tout en haut de la pyramide et que l'État français a peur, ça, c'est une peur qui est irrationnelle. Parce que sociologiquement, les musulmans ont toujours respecté les lois de la République, y compris parce qu'ils sont musulmans. Et parce que pour beaucoup de musulmans et de musulmanes, l'ordre, c'est très important. Le respect de l'autorité, c'est très important. Donc pour moi, il y a deux mythes qu'il faut absolument dynamiter. Le mythe de la République une et indivisible qui se serait faite comme par magie, et le mythe de la communauté musulmane une et indivisible qui ferait passer les intérêts d'un seul et même islam lui-même essentialisé au-delà de tout autre intérêt. Les deux sont à la fois faux et à la fois très problématiques pour moi. Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Et tes réponses, Fatima, c'était très, très clair.
On a fait le tour des questions que je voulais te poser. Est-ce que, une question que je pose de temps en temps, et je te la pose à toi, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû poser que je ne t'ai pas posée? C'est très gentil de demander, mais non. Au contraire, je pense que ça a été très complet, Ok, peut-être encore plus complet que ce à quoi je m'attendais. Donc, non, non, tout super, était très clair. super. Est-ce que tu aurais un livre, un ou plusieurs livres à recommander à notre auditoire? Alors, n'importe quel livre Oui, ou... n'importe quel livre, ça peut être lié à ce dont on vient de parler ou pas, des livres qui t'ont marqué personnellement, de préférence. Mhm. Alors, du coup, moi, je suis une fan de tout ce qui est livre sur le développement personnel. Et je pense que, encore plus avec le contexte Covid/loi séparatisme, c'est très important de travailler l'amour de soi, son bien-être psychologique. Et je conseillerais du coup un livre très basique, mais qui est très intéressant et qui, à mon sens, permet de grandir, qui est celui des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est un livre un peu best-seller voilà, qui est un peu le SMIC, j'ai envie de dire. Si les gens veulent avoir une vision un peu plus sociologique, je leur conseillerais Le trauma colonial, qui est un livre qui a été fait par une psychologue sur l'impact en fait du colonialisme sur ceux qui l'ont subi et sur leurs descendants. Je pense que ça peut être très bien aussi d'aller faire une petite expédition. Et le troisième ouvrage, pour ceux et celles qui souhaitent conforter leur spiritualité avec une approche qui est une approche qui permette en fait de conforter sa spiritualité sans avoir de background ni en arabe ni théologique, c'est le magnifique livre Soufi mon amour d'Elif Shafak, qui du coup est sur l'histoire de Rumi, très connu dans le milieu anglo-saxon, beaucoup moins en France, et qui à mon sens peut aider aussi à nourrir un peu. Je l'ai entendu plusieurs fois, ce livre. Et magnifique, et vraiment très très beau. Ok. Écoute, Fatima, si un des auditeurs souhaite ou une auditrice souhaite te contacter pour te poser une question, ou, comment est-ce qu'il peut faire sur LinkedIn? Alors oui, moi je suis un peu une anti-réseaux sociaux. Donc je ne Mhm. suis pas du tout joignable. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Instagram. Mais par contre, ce que j'ai, c'est LinkedIn, comme tu l'as dit. Et puis mon adresse mail où généralement je réponds. Enfin, je réponds même toujours. Il me faut parfois un peu de temps, mais je réponds toujours. Mon mail, c'est mon nom, kemila.fatima@gmail.com. Et si je peux répondre, je répondrai avec plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Fatima. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Salam alaikum. Alaikum salam. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.